Le gros handicap de l'Afrique, l'énergie. Comment envisager un quelconque développement, un projet d'industrialisation, lorsque l'immense partie du continent reste sans énergie? Sur environ 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde, près de 600 millions sont au sud du Sahara. 47,2% de la population n'a pas accès à l'électricité en Afrique noire. Dans certains pays, le taux d'électrification est inférieur à 10% de la population totale. Dans cet environnement, comment envisager une quelconque industrialisation? Et le paradoxe est le potentiel hydraulique. Si le fleuve Congo, le Zambèze, la Volta ou encore le Nil s'écoulent naturellement à travers le continent et pourraient lui fournir les précieux mégawatts dont elle a besoin pour s'éclairer, seulement 5% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique est utilisé. Comment transformer ce potentiel en énergie réelle pour développer l'Afrique, pour fournir de l'énergie aux familles et aux industries? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain enregistré à Kinshasa en marge du Makutano, le rendez-vous qui réunit chaque année hommes d'affaires et dirigeants pour discuter des grands sujets économiques. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Fabrice Lucende-Wal Lusangi Kabemba, le directeur général de la SNEL, la Société nationale d'électricité du Congo. Bonjour, M. Fabrice Lucende. Bonjour, Alain. Merci d'être là. Second invité de ce plateau consacré à l'énergie, M. Idesbald Chinamula, le directeur général de l'ANSER, qui est l'Agence nationale de l'électrification et les services énergétiques en milieu rural et périurbain du Congo. Bonjour, M. Idesbald Chinamula. Bonjour, Alain Foucault. Notre troisième invité sur ce plateau est M. John Sana Cagnoni, le directeur général du groupe JF Africa Consulting, une entreprise qui initie des projets structurants dans le domaine du BTP et de l'énergie. Bonjour, John Cagnoni. Bonjour, M. Alain Foucault. Je rappelle que John Cagnoni est également vice-président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, et administrateur à la Chambre de commerce franco-congolaise. Quatrième invité de ce plateau, M. Mamadou Fall Kane, conseiller du président de la République du Sénégal, Macky Sall, en matière d'énergie. Bonjour, M. Mamadou Fall Kane. Bonjour, Alain. On dit qu'il n'y a pas de développement sans énergie. C'est la chose qui manque le plus dans l'intégralité de l'Afrique. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'on ait pris autant de retard et qu'à chaque fois on soit toujours en train d'en parler? Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cet énorme retard par rapport à l'électrification en Afrique et surtout à la question énergétique, Cheikh Fall Kane? Alors, ce qui explique cela, c'est le sous-investissement dans le secteur énergétique africain et surtout l'élaboration de politiques publiques qui adressent cette question, parce qu'il y a une corrélation directe entre la pauvreté et la pauvreté énergétique. En Afrique, le premier problème de la pauvreté au sens large, c'est la pauvreté énergétique, qui est le premier frein au développement. Si, après 60 ans de nos indépendances, aujourd'hui en 2022, qu'on constate qu'un peu plus de 640 millions d'Africains qui n'ont pas accès à une électricité, 930 millions d'Africains qui n'ont pas accès à des combustibles de cuisson propres, avec tous les impacts négatifs sur le plan de la santé, notamment des femmes, puisque c'est elles qui utilisent le charbon de... En Afrique du Sud, le nouveau projet d'énergie nucléaire provoque de vives réactions, alors que le régulateur national de l'énergie a approuvé l'achat de 2500 MW d'énergie nucléaire. Les experts en énergie ont été choqués que le gouvernement se tourne vers cette solution pour régler les problèmes d'électricité du pays. Ils déplorent notamment que le choix ne se soit pas dirigé vers des solutions plus écologiques et plus rapides, comme la production d'électricité, principalement à partir de l'énergie solaire et éolienne, qui pourrait générer 33 gigawatts d'électricité d'ici 2030. Les projets d'énergie renouvelable peuvent en effet être mis en œuvre rapidement et à des prix encore plus compétitifs. Le développement des centrales nucléaires prend en effet des années et est très coûteux. Il risque d'entraîner des dépassements de coûts et de délais. Le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie a pourtant confirmé la semaine dernière qu'un appel d'offres sera lancé d'ici mars 2022. Source d'énergie. À l'heure où seule l'Afrique du Sud possède une centrale nucléaire en activité sur le continent, et bien lors de ce sommet, le gouvernement rwandais en a profité, lui, pour signer une série de partenariats, notamment avec les États-Unis, dans l'objectif d'afficher 60% de nucléaire dans le mix énergétique rwandais à l'horizon 2050. À Kigali, la correspondance de Lucie Mouillot.
Après le Kenya ou le Ghana il y a quelques années, les États-Unis signent désormais avec Kigali un protocole d'accord sur la coopération nucléaire civile. Oustakay Teza, ministre rwandaise d'État des Affaires étrangères et de la coopération. Nous voulons renforcer la coopération dans le développement de l'énergie nucléaire, le renforcement des capacités réglementaires, la formation, la recherche scientifique et le futur déploiement de technologies nucléaires avancées. La signature d'aujourd'hui constitue une étape importante dans le renforcement et la structuration de notre coopération dans le domaine des combustibles nucléaires. Autre engagement, un accord préliminaire entre le Rwanda Atomic Energy Board et l'entreprise américaine Holtec International, porteuse des SMR300, de petits réacteurs nucléaires en développement. Une première étape pour établir les bases d'un déploiement dans le pays. William Bizolon, représentant de la société. Commencer par une dual unit, donc 680 MW électriques, et puis ensuite dans l'accord on a inclus jusqu'à potentiellement 5 gigawatts de capacité. On peut aussi, outre l'électricité, délivrer de la chaleur, alimenter des data centers, etc. Donc il y a tout un rang d'applications qui peut s'appliquer au Rwanda. Tous ils ont l'ambition d'alimenter des data centers, donc c'est aussi pour ça qu'on avait en tête l'idée des 5 gigawatts, etc. C'est qu'ils ont une forte ambition là-dessus. Pour le représentant, le premier SMR 300 en opération est attendu pour le début des années 2030 aux États-Unis et autour de 2035 au Rwanda, selon l'évolution de la coopération. Lucie Mouillot, Kigali, RFI. Lancés en 2020 par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, les travaux de la 3e turbine à gaz de Côte-Matev sont arrivés à terme. En séjour de travail dans la capitale économique, la délégation du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, conduite par Frédéric Magnens, directeur de cabinet du ministre Émile Ouosso, en compagnie des cadres de l'énergie électrique du Congo, ECAREC, a visité la centrale électrique du Congo, CEC, site de Côte-Matev. Ici, dans la salle de contrôle, pilotée en majorité par des jeunes Congolais, les officiels ont assisté au processus de mise en service de cette 3e turbine qui va permettre de desservir et garantir la fourniture en électricité à Pointe-Noire et Brazzaville, a souligné le directeur technique de la CEC. Il est quand même bien de rappeler que notre centrale est dotée de 3 turbines pour une puissance installée totale de 484 MW. Ce qui représente une participation de près de 70% dans notre parc de production nationale. Ceci pour dire que lorsque nous retirons une turbine, il y a quand même un impact important. Alors, la 3e turbine qui a fait l'objet de cette réparation a été récemment mise en exploitation. Donc les travaux qui ont été réalisés rentrent dans le cadre des levées de réserve qui ont été consolidées pendant que nous réceptionnons provisoirement cette turbine. Il a consisté, dans la période allant du 15 novembre au 14 décembre, de mettre hors service cette turbine pour traiter la cheminée qui est la chambre par laquelle sortent les gaz brûlés. Et c'est aussi cette chambre-là qui, dans un futur, qui va servir pour faire la cogénération, pour faire fonctionner une autre turbine qu'on appelle turbine à vapeur. Les travaux de réfection de cette cheminée ont été réalisés par le constructeur Ansaldo. Sur les baisses de tension et les délestages constatés, le directeur technique s'explique. L'alimentation des usagers a été beaucoup plus plutôt ressentie à Pointe-Noire parce que nous alimentons séparément les réseaux et la turbine qui avait été mise pour alimenter le réseau Pointe-Noire est d'une génération précédente. Donc elle n'est pas aussi puissante que la 3e turbine. Donc il y avait une limitation qui faisait que on avait un déficit de près de 10 MW. Ceci dit, aujourd'hui, nous remettons en service GT3 et nous allons reprendre la configuration initiale, c'est-à-dire alimenter la ville de Pointe-Noire avec cette 3e turbine et
la ville de Brazzaville avec les turbines 1 et 2. La mise en exploitation de la GT3 va apporter tant soit peu des solutions énergiques au réseau national, a signifié en substance le conseiller aux stratégies de développement du secteur de l'électricité. En termes d'amélioration, oui. Mais régler les problèmes que nous avons au niveau de la desserte de l'électricité, c'est non. Une des turbines de la CEC avait été dédiée pour l'alimentation de la ville de Pointe-Noire. Donc lorsqu'on a arrêté la troisième turbine, qui est la GT3, on ne pouvait mettre sur Pointe-Noire que soit la GT1, soit la GT2, qui sont donc des turbines d'une génération précédente, avec une puissance plus faible. Donc il y avait un déficit. Avec la mise en service de la troisième turbine, quand on va la remettre sur Pointe-Noire, nous revenons à la configuration antérieure, et donc ça va améliorer ce déficit qu'on avait de 10 MW, donc ça pourrait être jugulé. Mais il faut prendre en compte le fait qu'on a aussi des perturbations au niveau de la fourniture d'électricité à Brazzaville. D'une part, au lieu d'avoir 3 turbines, on n'avait plus que 2. Mais de l'autre côté, au niveau de Brazzaville, nous avons aussi une limitation qui a été introduite par nos collègues de la SNEL, parce que nous sommes un réseau interconnecté. C'est-à-dire que la puissance réactive que nous importions du réseau de la RDC a été limitée à 50 MW, alors qu'il nous arrivait de tirer jusqu'à plus de 100 MW. Donc ça a des conséquences sur notre réseau. Si nous voulons maintenir le plan de tension au niveau de l'interconnexion, nous avons été amenés à faire des délestages au niveau du réseau de Brazzaville et au niveau du réseau de Pointe-Noire. Après avoir identifié le mal, EKRC va s'employer à améliorer le circuit de distribution d'électricité, a-t-il renchéri. Les problèmes ont été identifiés et nous avons des solutions que EKRC va continuer à appliquer pour que, au bout, nous puissions nous en sortir. Nous sommes aussi en train de travailler pour installer des compensateurs statiques au niveau du poste de Mbono qui est à Brazzaville. Ces travaux sont en cours et forcément, ça va avoir un impact sur cette question que nous venons de dire. Mais il y a des problèmes identifiés qui feront que, mise en service aujourd'hui, demain, dans certains quartiers de Brazzaville, les gens vont continuer à manquer d'électricité. Mais EKRC est en train de travailler pour juguler l'ensemble de ces problèmes qui ont été identifiés. Notons que la relance de la troisième turbine à gaz de la centrale électrique du Congo va résoudre progressivement le déficit en offre d'électricité, un maillon essentiel du développement de l'économie congolaise. Lancés en 2020 par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, les travaux de la troisième turbine à gaz de Côte-Matev sont arrivés à terme. En séjour de travail dans la capitale économique, la délégation du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, conduite par Frédéric Magnens, directeur de cabinet du ministre Émile Ouosso, en compagnie des cadres de l'énergie électrique du Congo, EKRC, a visité la centrale électrique du Congo, CEC, site de Côte-Matev. Ici, dans la salle de contrôle, pilotée en majorité par des jeunes Congolais, les officiels ont assisté au processus de mise en service de cette troisième turbine qui va permettre de desservir et garantir la fourniture en électricité à Pointe-Noire et Brazzaville, a souligné le directeur technique de la CEC. Il est quand même bien de rappeler que notre centrale est dotée de 3 turbines pour une puissance installée totale de 484 MW. Ce qui représente une participation de près de 70% dans notre parc de production nationale. Ceci pour dire que lorsque nous retirons une turbine, il y a quand même un impact important. Alors, la troisième turbine qui a fait l'objet de cette réparation a été récemment mise en exploitation. Donc les travaux qui ont été réalisés
rentre dans le cadre des levées de réserve qui ont été consolidées pendant que nous réceptionnons provisoirement cette turbine. Il a consisté, dans la période allant du 15 novembre au 14 décembre, de mettre hors service cette turbine pour traiter la cheminée qui est la chambre par laquelle sortent les gaz brûlés. Et c'est aussi cette chambre-là qui, dans un futur, qui va servir pour faire la cogénération, pour faire fonctionner une autre turbine qu'on appelle turbine à vapeur. Les travaux de réfection de cette cheminée ont été réalisés par le constructeur Ansaldo. Sur les baisses de tension et les délestages constatés, le directeur technique s'explique. L'alimentation des usagers a été beaucoup plus plutôt ressentie à Pointe-Noire parce que nous alimentons séparément les réseaux et la turbine qui avait été mise pour alimenter le réseau Pointe-Noire est d'une génération précédente. Donc elle n'est pas aussi puissante que la troisième turbine. Donc il y avait une limitation qui faisait que on avait un déficit de près de 10 MW. Ceci dit, aujourd'hui, nous remettons en service GT3 et nous allons reprendre la configuration initiale, c'est-à-dire alimenter la ville de Pointe-Noire avec cette troisième turbine et la ville de Brazzaville avec les turbines 1 et 2. La mise en exploitation de la GT3 va apporter tant soit peu des solutions énergiques au réseau national, a signifié en substance le conseiller aux stratégies de développement du secteur de l'électricité. En termes d'amélioration, oui. Mais régler les problèmes que nous avons au niveau de la desserte de l'électricité, c'est non. Une des turbines de la CEC avait été dédiée pour l'alimentation de la ville de Pointe-Noire. Donc lorsqu'on a arrêté la troisième turbine qui est la GT3, on ne pouvait mettre sur Pointe-Noire que soit la GT1, soit la GT2, qui sont donc des turbines d'une génération précédente avec une puissance plus faible. Donc il y avait un déficit. Avec la mise en service de la troisième turbine, quand on va la remettre sur Pointe-Noire, nous revenons à la configuration antérieure et donc ça va améliorer ce déficit qu'on avait de 10 MW, donc ça pourrait être jugulé. Mais il faut prendre en compte le fait qu'on a aussi des perturbations au niveau de la fourniture d'électricité à Brazzaville. D'une part, au lieu d'avoir 3 turbines, on n'avait plus que 2. Mais de l'autre côté, au niveau de Brazzaville, nous avons aussi une limitation qui a été introduite par nos collègues de la SNEL, parce que nous sommes un réseau interconnecté. C'est-à-dire que la puissance réactive que nous importions du réseau de la RDC a été limité à 50 MW, alors qu'il nous arrivait de tirer jusqu'à plus de 100 MW. Donc ça a des conséquences sur notre réseau. Si nous voulons maintenir le plan de tension au niveau de l'interconnexion, nous avons été amenés à faire des délestages au niveau du réseau de Brazzaville et au niveau du réseau de Pointe-Noire. Après avoir identifié le mal, EKRC va s'employer à améliorer le circuit de distribution d'électricité, a-t-il renchéri. Les problèmes ont été identifiés et nous avons des solutions que EKRC va continuer à appliquer pour que, au bout, nous puissions nous en sortir. Nous sommes aussi en train de travailler pour installer des compensateurs statiques au niveau du poste Mbono qui est à Brazzaville. Ces travaux sont en cours et forcément, ça va avoir un impact sur cette question que nous venons de dire. Mais il y a des problèmes identifiés qui feront que, mise en service aujourd'hui, demain, dans certains quartiers de Brazzaville, les gens vont continuer à manquer d'électricité. Mais EKRC est en train de travailler pour juguler l'ensemble de ces problèmes qui ont été identifiés. Notons que la relance de la troisième turbine à gaz de la centrale électrique du Congo va résoudre progressivement le déficit en offre d'électricité, un maillon essentiel du développement de l'économie congolaise. C'est la puissance électrique que la RDC pourrait exporter vers l'Afrique du Sud grâce aux 5000 MW. C'est la puissance électrique que la RDC pourrait exporter vers l'Afrique du Sud grâce au projet INGA 3.
En avril 2026, Kinshasa et Pretoria devraient relancer les discussions. Un protocole d'accord existait déjà pour 2500 MW, mais l'ambition est désormais le double. Inga 3, c'est un projet énergétique majeur estimé à plus de 10 milliards de dollars, avec une capacité qui pourrait aller de 4 800 à 11 000 MW. La Banque mondiale a déjà approuvé la première tranche d'un programme d'1 milliard de dollars sur 10 ans pour préparer le projet. L'Agence française de développement est aussi impliquée. Si le projet se concrétise, la RDC pourrait non seulement alimenter son marché intérieur, mais aussi exporter de l'électricité vers plusieurs réseaux en Afrique centrale, australe et de l'Est. Pour l'heure, le projet demeure au stade préparatoire et l'architecture finale n'a pas encore été validée. Qui a décidé de se tourner vers l'entrepreneuriat en industrialisant les feuilles de manioc, plus connues sous le nom de Saka Saka. Ce qui rend son histoire si particulière, c'est qu'elle a remporté le prix Start-Upper lancé par Total en Afrique, ainsi qu'un bonus de 800 000 francs CFA de la part de MTN. La suite avec Barbara Lundu et Victor Mussio. Vendre des feuilles de manioc déjà conditionnées, l'idée est simple, mais il fallait y penser. À Brazzaville, au Congo, Rachel Kambela l'a fait. À tout juste 19 ans, cette jeune entrepreneur, diplômée en électrotechnique, a monté une entreprise qui commercialise du Saka Saka. Il s'agit de feuilles de manioc broyées, un plat très prisé en Afrique centrale. La préparation du Saka Saka est assez laborieuse. Une fois achetées, les feuilles de manioc doivent être nettoyées, broyées manuellement dans un mortier et pré-cuites pendant quelques heures. Les produits de Rachel permettent de gagner du temps. Tout le travail est déjà fait jusqu'à la pré-cuisson. Après la récolte, on emballe la matière première, on fait la route jusqu'ici à Brazzaville, on revient au local, on passe au nettoyage et ensuite on passe au broyage. Après le broyage, on pré-cuit, puis après on passe au conditionnement. Après avoir étiqueté, ensuite ça va à la chaîne de froid, donc à la conservation. Quelques minutes suffiront ensuite aux consommateurs pour préparer le plat. L'idée a séduit de nombreuses entreprises. En mars dernier, Rachel a remporté le prix du Start-Upper Challenge lancé par la compagnie pétrolière Total. Forte de ce succès, elle envisage désormais d'étendre son marché aux pays voisins. Déjà l'année prochaine, nous allons déjà être sur le marché de la RDC. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, je suis sûre qu'on sera déjà sur le marché au niveau de l'Afrique. Avec un territoire presque 2 fois plus grand que la France, l'Angola dispose de pétrole, de gaz, de diamants, un potentiel économique exceptionnel, sans compter la richesse de sa biodiversité, qui devrait permettre de diversifier ses sources de revenus et développer ses infrastructures. Le fleuve Kwanza, les chutes d'eau de Kalandula, des rivières et des cours d'eau à n'en pas finir. Le potentiel hydroélectrique de l'Angola est l'un des plus importants en Afrique et pourtant aujourd'hui, seuls 4% de ses ressources en eau sont exploitées. Une situation à laquelle le gouvernement compte remédier. Le barrage hydroélectrique de l'Aouka est l'une des étapes phares de ce gigantesque chantier. Inauguré il y a un peu plus de 2 semaines, l'Aouka, c'est plus de 4 milliards de dollars d'investissement pour une production de 2070 MW d'ici mai 2018. De quoi alimenter une ville d'au moins 8 millions d'habitants et ainsi doubler la capacité énergétique du pays, où 65% de la population vit aujourd'hui toujours sans électricité. Ici, 9000 personnes œuvrent à assurer la mise en ligne des 6 turbines du site dans les délais annoncés. Dans la région, les effets de la production d'énergie du barrage éclairent déjà le quotidien, comme ici à Dombo. C'est une soirée pas ordinaire pour les habitants du village situé à 40 km de l'Aouka. Aujourd'hui, ils voient leur foyer s'illuminer pour la toute première fois. Prochaine étape, le barrage de Kakulu-Kabassa qui devrait produire 2100 MW supplémentaires d'ici 4 ans. In fine, le fleuve Kwanza alimentera 7 barrages hydroélectriques pour une production de 7450 MW. Le défi majeur reste la distribution de cette nouvelle énergie. Parvenir à connecter la province de Malange où se trouve le barrage de l'Aouka dans le centre du pays au principal marché de Luanda à l'ouest représente une logistique et des coûts exorbitants. La capitale angolaise est un hub de 6 millions d'habitants, poumon économique du pays, et pourtant l'électricité s'y fait rare. Pour la Société nationale de distribution, le projet d'électrification pose de nombreux défis et l'abandon du diesel une nécessité.
Un litre de diesel permet de produire 3 kWh. Mais en ajoutant les coûts de la maintenance, vous savez, la vidange, l'huile, ainsi que l'investissement dans l'équipement, les personnes qui vont opérer le groupe, etc., ça coûte très cher. Un énorme projet de connexion est en cours. Il s'agit d'une étape importante dans la transmission de l'électricité. Le projet d'électrification a une grande priorité pour nous car sans cela, il est très difficile pour nous d'atteindre nos objectifs de développement durable. Dans des quartiers entiers de Luanda, les groupes électrogènes tournent à plein régime. Une dépendance au diesel qui a poussé Fernando Miguel à quitter Kikuxi après 9 ans et près de 10 générateurs obsolètes. C'est une lutte quotidienne, car il n'y a pas d'électricité et il y a des quartiers où la situation est bien pire. Certaines personnes n'ont pas d'électricité depuis 15 voire 20 ans. Mais on espère qu'avec le barrage de Lucha et les autres projets d'électrification, on aura enfin du courant dans nos quartiers. Vous l'aurez compris, la capacité de production énergétique angolaise ne répond pas à la demande. Une demande qui grossit à mesure que le pays se développe. Selon les prévisions, la consommation moyenne en électricité par habitant devrait atteindre 1230 kWh en 2025 contre 375 en 2013. Mais au-delà du consommateur lambda, un accès fiable à l'électricité est essentiel au bon fonctionnement des entreprises angolaises. Nova Ciment Angola en est un exemple édifiant. La cimenterie a investi 300 millions de dollars pour la production de clinker, la matière qui permet de fabriquer du ciment. Des unités qui fonctionnent 24 heures sur 24. Lors d'une coupure d'électricité pour chaque minute, il faut compter une perte de $500 pour cette usine. Nous essayons de démarrer nos groupes électrogènes aussi vite que possible quand une coupure se produit afin de préserver notre équipement. Auparavant, dans notre première usine, il y avait énormément de coupures. Nous faisions de notre mieux pour qu'elle soit fonctionnelle, mais c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux projets entrepris dans le pays, on peut dire que la disponibilité et la qualité de l'électricité est satisfaisante. Le programme d'électrification enclenché par le gouvernement n'en est encore qu'à ses premiers pas, mais c'est sur ce projet que l'Angola mise pour relancer son économie. Le 10 février 2022, à Belfort, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, c'est la renaissance du nucléaire français. 3 ans plus tard, vous le voyez, les travaux ont commencé. 2 EPR2, 2 réacteurs de nouvelle génération vont être construits sur le site. C'est l'un des plus grands chantiers d'Europe qui se prépare. Si vous suivez régulièrement nos vidéos, vous le savez, les énergies renouvelables se développent rapidement. Alors pourquoi relancer aujourd'hui le nucléaire? C'est la question centrale. Nous sommes ici à Penly, en Seine-Maritime. À ma gauche, la Manche. Et derrière moi, une centrale nucléaire. Et oui, la centrale de Penly existe déjà. Les 2 réacteurs qui la composent, on parle aussi de tranches, ont été mis en service en 1990 et 1992. D'une puissance de 1300 MW chacun, ils ont produit en 2024 près de 16 TWh. C'est plus de 60% de la consommation électrique de la région. Les 2 nouveaux réacteurs EPR2 vont être construits juste à côté, dans le prolongement. Leur puissance, 1670 MW. Ensemble, ils produiront l'équivalent de la consommation électrique actuelle de la région. Alors, la France et le nucléaire, c'est une très longue histoire, pleine de rebondissements. Avant de descendre sur le chantier, je vous propose de remonter un peu le temps. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notre électricité provient essentiellement de 2 sources, les barrages hydroélectriques et les centrales à charbon. C'est à cette époque que la France se lance dans l'électronucléaire, autrement dit, dans la production d'électricité à partir d'uranium. On dit aussi combustible nucléaire. Entre 1955 et 1972, 8 réacteurs sont construits, des réacteurs
de 3 technologies différentes, dites de première génération. Leur puissance est assez faible, de l'ordre de quelques centaines de mégawatts. En 1973, ces réacteurs fournissent environ 8% de la production d'électricité française. C'est encore modeste. Cette filière prend fin en 1994 avec l'arrêt du dernier réacteur de ce type. Mais entre-temps, la France a lancé un ambitieux programme de construction. 58 réacteurs de deuxième génération sortent de terre en 25 ans. Il s'agit de réacteurs à eau pressurisée. Cette photographie reste quasiment inchangée aujourd'hui. Toutes ces centrales fonctionnent toujours, à l'exception de Fessenheim, fermée en 2020. Récemment, un seul nouveau réacteur est apparu sur la photo de famille, le fameux EPR de Flamanville, dont vous avez forcément entendu parler. Un réacteur de 3e génération, très innovant et très sûr, mais aussi complexe à ériger. Sa construction aura pris 17 ans. Dans les prochaines années, 6 réacteurs de 3e génération devraient voir le jour, 2 à Gravelines, 2 au Bugey et vous le savez désormais, 2 à Penly.